Alors vous allez voir le faisceau, voilà. Il fait ce faisceau-là pendant 1 heure, et après il se décale. On voit le deuxième, et il se redécale, etc. Et il lui faut 6 mois pour observer la totalité du ciel. Parce qu'on intègre très très longtemps un rond, un cercle. Donc là, vous avez 6 mois résumés en quelques minutes. Voilà. La vitesse de rotation du satellite est la bonne, mais la couverture, elle est accélérée. Et donc, vous avez tout le ciel Planck en 6 mois, qui est l'image qu'on avait relâchée l'année dernière. L'image visible, les Planck. Et en bas, à droite, vous avez l'image de 15 jours de données dans cette représentation galactique. Donc, pendant 15 jours, on fait plusieurs ronds, et quand on les reprojette sur le ciel, ça fait cette sorte de courbe un peu tordue qui passe par la galaxie une fois, 2 fois. Voilà. Donc, dans chaque série de données, on aura 2 fois la galaxie. L'année dernière, en janvier 2011, on a relâché nos premiers résultats avec les toutes premières cartes de Planck. Donc, voilà le ciel tel que vu par le satellite Planck, à plusieurs fréquences, du domaine centimétrique au domaine submillimétrique, avec des histoires de bruit, enfin je ne vais pas m'égarer. Je voudrais juste insister sur un point qui est le traitement des données. C'est quand même assez difficile. Vous voici une série, les données qui nous arrivent vraiment et qu'on regarde, donc le soir, c'est quand on les reçoit. Vous avez ici le temps, vous avez à peu près 2 tours, ça fait à peu près 2 minutes, 120 secondes, c'est là. Donc vous avez le temps ici, et les courbes que vous voyez, c'est juste les volts qui nous arrivent des bolomètres. Les volts en fonction du temps. C'est juste ce que reçoit le bolomètre. Et vous avez à différentes fréquences. Il y a 3 choses à voir sur ces courbes. D'abord, en gros, sur les 3 premières, vous voyez une sorte d'ondulation. Alors qu'en bas, vous ne voyez pas d'ondulation, vous voyez des pics. Des gros pics. Et la troisième chose à voir, c'est qu'il y a une forêt de toutes petites raies qui est partout. Alors, c'est quoi ces 3 choses? La première, cette ondulation, c'est ce qui s'appelle le dipôle cosmologique, que j'ai montré au tout début. C'est le truc qui est à 3 millikelvin, qui est dû à notre mouvement de la Terre et de la galaxie par rapport au fond cosmologique. Donc, c'est un effet cinématique. Il faut savoir que c'est la première fois au monde où on le voit comme ça en direct. Sur WMAP, ils ne le voyaient pas. Ils étaient obligés d'intégrer des jours et des jours de données pour le voir. Nous, en 5 millisecondes d'intégration, parce que chaque point du ciel est observé 5 millisecondes, on le voit directement. Donc ça illustre la sensibilité extrême du ciel. Le deuxième truc, c'est les gros pics. Là, il y en a 3. En fait, on a le gros pic et le petit pic, c'est la galaxie qui nous passe devant. Si je remets l'image d'avant. C'est quand on fait un grand cercle, de temps en temps, on passe sur un coin brillant de notre galaxie et de temps en temps sur un coin non brillant. Ça, c'est le coin brillant. Ça, c'est le coin non brillant. Brillant, non brillant, brillant. Voilà. C'est notre galaxie, notre propre Voie lactée qu'on voit. Et vous voyez que notre galaxie, elle est brillante à cette fréquence-là, et progressivement, elle est de moins en moins brillante. Ça nous dit simplement la forme du spectre de notre galaxie. Que notre galaxie est plus brillante dans le domaine submillimétrique que dans le domaine centimétrique. Ou plus faible à 100 GHz, si vous êtes habitué en gigahertz, j'imagine que non. Et alors, ce qui nous gêne vraiment, ce sont les petits traits partout, là. Ça nous gêne. Parce que ce n'est pas des sources sur le ciel, ce sont des rayons cosmiques qui viennent frapper le détecteur et qui déposent de l'énergie, et qu'on ne veut pas voir, mais qu'on voit quand même. Il y en a en moyenne 2 par seconde, 120 par minute. Et c'était un gros problème, parce qu'on s'attendait à 10 fois moins. Les modèles étaient prévus pour ça, et on a eu 10 fois plus. Donc il a fallu ruser, et je vais montrer ça. Il a fallu ruser. Alors, voilà un graphe un peu plus simplifié qui est tiré du papier qu'on a publié l'année dernière. Voici juste 3 détecteurs, un dans le domaine centimétrique, un dans le domaine submillimétrique et un qui ne voit pas le ciel, parce qu'on a mis des détecteurs qui ne voient pas le ciel pour pouvoir justement voir les effets instrumentaux, voir si la température varie, voir s'il y a des choses qui évoluent avec le temps, qui ne sont pas liées au ciel. Parce que je vous rappelle que c'est essentiellement la première fois qu'on observe le ciel à cette fréquence-là, sur la totalité du ciel. Il ne s'agit pas d'attribuer à un effet instrumental une découverte sur le ciel. Donc on met ce qu'on appelle des bolomètres aveugles, qui eux traduisent l'environnement du détecteur, de l'instrument. Donc vous voyez que le bolomètre, en gros, il voit, alors pas tous les mêmes, puisque ça dépend où il est placé, il y a quelques aspects, mais parfois il y a des trucs coïncidents, et donc le bolomètre, ne voyant pas le ciel, il voit tous ces rayons cosmiques.
Donc le dipôle avec la galaxie, là la galaxie, et les déplacements. Et après un traitement compliqué, voilà ce qu'on obtient. Avant, après. Avant, après. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des séries toutes propres, toutes nettoyées, avec en rouge l'identification des glitches, les impacts qui ont été nettoyés. Et puis en bas, le bolomètre aveugle, enfin, il ressemble vraiment à du vrai bruit blanc, du vrai bruit statistique, comme on veut, et pas un truc complètement biaisé. Et c'est sur ces données-là qu'on construit ECA, notamment celle-là que vous voyez. Et grâce à ces données nettoyées et qualifiées, on fait ça. On perd à peu près 15% des données. C'est pas magique. C'est un gros sacrifice, mais entre ça et avoir des données contaminées, on n'a pas le choix. Alors sur ces données, on voit plein de belles choses. On voit des quasars, des galaxies actives, notre centre galactique, M31, plein de choses dans les nuages de Magellan, Orion, enfin, on voit des choses absolument fantastiques. Peut-être encore 5-6 minutes avant de finir. Toujours dans les aspects technologiques, on reçoit beaucoup de données de Planck. C'est pas non plus des petabytes. Il y aura, on reçoit au total de Planck des choses comme quelques téraoctets, pardon. Téraoctets, bon, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus des choses non gérables. Par contre, ce qui est difficile, c'est de traiter toutes ces données. Parce qu'on les traite tout en même temps. On ne prend pas un bout de ciel, on le traite, on traite tout en même temps pour gérer des effets systématiques très très fins. Je passe sur les détails. Donc le CNES nous a payé une super machine, qui est localisée à l'IAP, à Paris. Donc l'IAS à Orsay est responsable de l'instrument dans Planck, et l'IAP lui est responsable du data processing ou du traitement des données. Donc on a un ordinateur dédié qui a à peu près 1000 cœurs et 13 teraflops. Mais alors si vous êtes comme moi, vous ne savez pas ce que ça veut dire, voilà ce que ça fait. Sur cette machine, il faut 2 jours complets de calcul pour traiter toutes les données Planck. C'est bien, parce que 2 jours, c'est quand même assez long. Alors j'ai fait le calcul, j'ai demandé aux ingénieurs de m'aider à faire le calcul. Si je faisais le calcul là sur mon Mac qui est là, qui est un des dernières générations, qui est 20, à combien ça équivaudrait? Donc les 2 jours de calcul sur cette super machine, ça équivaudrait à 6 ans de traitement sur mon petit Mac à 4 processeurs, ou 2, je ne sais même plus combien il y en a. Donc on voit déjà le facteur d'échelle entre 2 jours et 6 ans, mais c'est pas ça le plus important. Il faudrait un disque dur de 200 téraoctets. Ça se trouve, oui, c'est gérable, mais c'est juste que voilà, ça se fait pas comme ça sur un petit Mac. Et surtout, un accès ultra rapide au disque dur. Il faudrait pouvoir lire 11 CD-ROM en 1 seconde. Ça pendant 2 jours. Donc c'est ça qui dimensionne. C'est pas vraiment le calcul lui-même, parce que vous en mettez plein, mais c'est tout ce qui concerne la mémoire et l'accès au disque qui dimensionne. Parce qu'on n'arrête pas de lire, relire, réécrire. Et donc il faut un super calculateur. C'est pas un super calculateur au sens top 500 des plus gros ordinateurs du monde. Hein. Mais c'est quand même un truc qui coûte quelques millions d'euros et qui demande une grosse équipe de maintenance pour gérer le fichier, le file system, etc. C'est très compliqué. Donc il y a des enjeux à la fois de technologie, d'avoir un détecteur qui marche, d'analyser les données, mais il faut qu'au sol, tout tourne bien. Un dernier petit point que j'aime bien faire aussi avant de montrer quelques images et de conclure, c'est est-ce que c'est cher? Bon, je pense que là l'auditoire est conquis, mais enfin. Je le fais même à mes étudiants, ça, pour vous dire, donc ils ne sont pas forcément conquis. On dit souvent, oui, le spatial c'est cher, etc. Oui, c'est cher. C'est cher, mais par rapport à quoi c'est cher? C'est ça qu'il faut. Évidemment, par rapport à notre salaire ou par rapport à c'est cher. C'est pas ça qu'il faut comparer. D'abord, il faut voir que le spatial civil scientifique est un bon investissement parce qu'il est vecteur de l'évolution technologique. Notamment, j'ai beaucoup discuté avec des gens de Thales qui ont fait Planck point de vue satellite, et ils m'ont dit clairement l'argent qui a été injecté par Planck, donc par le pouvoir public finalement, par les universités, le CNRS, le CNES, pour cette plateforme, donc pour la partie basse du satellite, eux ils ne l'auraient jamais fait eux-mêmes. Et donc ils ont développé des nouvelles technologies pour répondre à nos exigences de pointage, de fiabilité, etc. Donc ils utilisent cet argent
pour augmenter leur maîtrise technologique, et après ils le revendront, bref, peu importe. Mais les développements industriels sont induits par cet apport d'argent dans le cadre de la science. Ensuite, il y a une demande sociétale de mieux comprendre l'univers, mais aussi et surtout de mieux comprendre l'environnement, l'effet de serre, etc. Il faut savoir que c'est à peu près les mêmes budgets. Hein. On appelle ça l'INSU, Institut national des sciences de l'univers, qui paye Planck et qui paye les satellites d'observation de la Terre, c'est à peu près le même budget, pour simplifier. Alors, donc il y a une vraie demande de la société de mieux comprendre ces aspects de, voilà, de réchauffement climatique, de catastrophes climatiques et aussi de l'univers. Un petit peu moins dessous, mais c'est pas grave par rapport à l'environnement. Il y a aussi des aspects industriels et politiques, bon je passe, économiques, mais aussi des aspects géostratégiques, c'est-à-dire que l'Europe notamment a décidé que c'était important d'avoir ce potentiel technologique à sa disposition pour être indépendant. Et le meilleur moyen de le maintenir, c'est de faire travailler les gens, de les faire réfléchir et vraiment de les mettre en activité, pas d'attendre 30 ans qu'on ait besoin d'eux. Et donc, une des manières de garder ce potentiel, c'est de développer des projets ambitieux. Et nous, les scientifiques, on est contents de les mener. Mais on n'est pas dupes, on sait bien que ce n'est pas pour nos beaux yeux de scientifiques qui sont menés aussi. Voilà. Alors, combien ça coûte? Herschel et Planck, c'est à peu près 1,2 milliard d'euros. Mais c'est 1,2 milliard d'euros sur 15 ans. C'est pas 15 milliards par an, c'est 15 milliards au total. Au total, sur 15 ans. Ben oui. Donc 1,2 milliard sur 15 ans. Ben oui, c'est trop simple. Donc, c'est une somme relativement faible si vous comparez perfidement à... Alors j'ai noté, je suis lecteur assidu du Canard enchaîné, donc à chaque fois que je vois un truc, je note. La TVA sur la restauration qui a été mise en place il y a quelques années, en un an, ça allait coûter 2,5 milliards. Et en un an. En un an. Nous, c'est en 15 ans, le milliard. Donc si vous divisez, ça fait 100 millions par an, à peu près. Donc la restauration, 2,5 milliards sur les comptes publics d'argent frais dans les caisses en moins. Donc que le spatial coûte cher, je veux bien, mais il faut comparer à ce qui est comparable. J'ai mis d'autres choses, le bouclier fiscal, etc. Le coup de Rafale aussi, tiens. Alors ça dépend si on prend le prix vendu au gouvernement français ou au gouvernement... c'est les Indiens, c'est ça? Voilà. Alors c'est pas encore fait, mais une ristourne, j'ai vu dans le canal, donc c'est pas le même prix. Bon, je vous l'accorde, on peut rajouter un petit facteur. En gros, voilà, c'est le prix d'un Rafale, un demi-Rafale par an. Bon alors, évidemment, il ne s'agit pas de nous opposer tout ça, on est dans un monde réel, voilà. On n'est pas utopiste, mais le message que je voulais faire passer, c'est que c'est pas le spatial pour la science, c'est pas une danseuse de quelques lobbyistes scientifiques ou politiques, c'est un vrai impact sur la société en termes économiques. Il y a peut-être des gens dans la salle qui bossent pour l'industrie liée au spatial, de près ou de loin. Ça a démontré depuis les années Apollo aux États-Unis que pour 1 euro investi, vous en avez plusieurs qui sont retournés dans la société. Donc ça, c'est une vraie chose. Mais pas seulement, parce qu'il ne faut pas regarder que de manière économique. Il y a aussi des aspects d'évolution technologique, sociétale, et puis finalement, ça ne coûte pas trop cher à côté d'autres dépenses. Voilà, alors j'ai fait ma petite démonstration. Je finis sur quelques images que vous avez peut-être vues et 2 images nouvelles. Voilà ce que Planck observe dans notre galaxie, avec ici une image très très grande, 50 par 50 degrés sur le ciel, avec le plan de notre galaxie, et puis tout un tas de nuages moléculaires qu'on n'avait jamais vus, des condensations qui nous donnent les premières étapes de la formation d'étoiles dans notre galaxie. IRAS avait vu des choses, mais pas aussi froides. Et vraiment, Planck est en train de révolutionner en montrant des curves très froides, des curves préstellaires. On peut observer aussi Orion, que vous voyez peut-être ici, vous reconnaissez, la tête de cheval ici et la nébuleuse d'Orion. Voilà à quoi ça ressemble dans Planck. Alors Planck a une résolution angulaire bien moindre que dans le visible. Hein. On a un tout petit télescope, 1,50 m, et on a des longueurs d'onde qui sont 100 fois plus grandes que dans le visible, donc on ne gagne pas. On a une résolution au mieux de 5 minutes d'arc. Mais néanmoins, on voit dans la poussière qui est en vert ici, qu'il y a plein de poussière et de formations stellaires. Et puis en rouge, cette synchrotron, on voit qu'il y a une bulle d'expansion qu'on voit aussi en H-alpha, pour ceux qui connaissent, qui sont astronomes amateurs. Alors je pense qu'elle coïncide, j'ai jamais vérifié, mais je pense qu'elle coïncide avec cette émission un peu synchrotron. Donc on a une vision complémentaire. Planck détecte aussi des milliers de sources. Les premiers catalogues qu'on a publiés l'année dernière montrent de nouvelles galaxies et de nouvelles sources dans notre galaxie. Alors on les a classées, on appelle ça le Early Release Compact Source Catalog, un nom barbare pour dire que c'est des sources. Et on les classe
en vert en source dans notre galaxie et en jaune en source hors de notre galaxie, donc des autres galaxies. Alors voilà en vert, vert-bleu, enfin moi je le vois vert, mais les sources dans notre galaxie, et en jaune les sources extragalactiques sur lesquelles on a publié pas mal d'articles et on continue encore. Et puis on les sépare, ces deux sources, en sources, voilà on voit pas, c'est pas gênant, en source radio, en source infrarouge. Enfin, voilà. On a plus de 10 000 sources que vous pouvez télécharger sur vos ordinateurs, elles sont publiques depuis 1 an. Vous tapez Planck, catalogue, machin. Et le prochain relâchement des données aura lieu en janvier donc 2013, où on aura d'autres sources et puis des résultats cosmologiques. Alors je vais juste mentionner 2 résultats scientifiques et les 5 minutes arrivent vite. Alors je vais simplifier. D'abord, on a les 2 grands thèmes, ce sont les amas de galaxies et ensuite le fond infrarouge. Planck découvre de nouveaux amas de galaxies. Alors, bon, c'est formidable, mais après tout, à quoi ça sert? Ben, ça sert beaucoup, parce que une des grandes questions de la cosmologie, c'est comment se forment les structures, comment se forment les galaxies. Il y a beaucoup d'informations, on a des scénarios, mais la vision n'est pas très claire. Mesurer précisément les amas de galaxies nous permet de comprendre ce qui se passe dans les cas extrêmes. Les amas de galaxies étant les sources les plus massives, les objets gravitationnellement liés les plus gros. Donc étudier les gros trucs permet d'être très sensible aux paramètres qui agissent sur les mécanismes de formation des structures. Donc on a envie d'avoir plein d'amas. Et Planck, grâce à un effet qui s'appelle Sonia-Elzadovich, qui est tout simplement la diffusion des photons du fond cosmologique dans le gaz chaud des amas, donc le gaz chaud des amas donne de l'énergie aux photons très froids du fond cosmologique, on arrive à voir ça. C'est l'image ici en rouge, donc nous on détecte les amas avec ce truc rouge, et on le confirme avec soit Rosat, qui est un satellite X, soit avec XMM, qui est l'image suivante. Et on a découvert, on l'a publié l'année dernière, un supercluster, enfin donc un super amas de galaxies. Alors pareil, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais ce qui était impressionnant, c'est de voir avec quelle facilité Planck les détectait. Et donc, c'est quoi un supercluster? C'est tout simplement, là c'est l'image en rayons X, vous avez 3 gros amas qui sont très très proches, et les contours indiquent le gaz chaud, qui donc est la caractéristique d'un amas de galaxies. Et dans Planck, on voit un gros truc rouge, et c'est là qu'on a dit, il se passe quelque chose. Alors Planck est formidable pour les détecter, Planck ne peut pas tout faire, il faut avoir du XMM ou autre chose, mais au moins Planck découvre sur la totalité du ciel une nouvelle classe d'objets et nous permet de mieux comprendre comment les amas se forment. Et en particulier, on en a un qui est assez rigolo, qui est un des amas les plus lointains jamais mesurés, redshift de 1. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le redshift, c'est à peu près la moitié de l'âge de l'univers, à la louche. Et donc ces objets sont très rares parce qu'ils se forment tardivement. Planck assez facilement offre un amas à z égale 1. Parce que on observe tout le ciel, donc statistiquement on est très sensible aux objets rares. On les choque facilement. Et ça nous permet de renseigner sur comment ça se forme. Et en résumé sur les amas, à gauche vous aviez le nombre d'amas connus avec cet effet Sonia-Elzadovich avant Planck, et après avec la position des amas. Alors il n'y a pas besoin de faire un long discours pour montrer que l'apport de Planck est quand même assez intéressant. Et ça, c'était les tout premiers amas. Là, on en a des centaines d'autres qui vont sortir bientôt. La deuxième chose, c'est le fond infrarouge de galaxies, avec cette image ici qui fluctue en fréquence et qui est en fait la représentation de ces 4 images. On observe le ciel à plein de fréquences différentes et on soustrait les galaxies qu'on connaît, on soustrait tout ce qu'on peut, le fond cosmologique, tout, et il nous reste cette lumière infrarouge dont je vous ai parlé tout à l'heure, le rayonnement extragalactique. Mais, tout comme le rayonnement cosmologique, ce rayonnement extragalactique n'est pas complètement homogène, il est grumeleux. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est la découverte de ce qu'on a fait avec Planck, c'est que ces petits grumeaux dans ce rayonnement de galaxies lointaines n'est pas le même en fonction de la fréquence, ce qui est un peu illustré ici, quand on les met à la même résolution. Donc cette structure, elle n'est pas forcément présente à toutes les fréquences. Là, à 857, on ne la voit pas, on la voit un peu à 145, on la voit surtout à 217, ou à 353. Et ça nous dit comment se forment les galaxies en fonction de l'époque cosmique. Je passe les détails parce que je pourrais y rester longtemps aussi. Et deux dernières images avant de conclure parce que je sens qu'il est tard. Nous avons relâché cette image il y a juste 3 semaines à la conférence de Bologne. La première image de tout le ciel. Alors elle n'est pas très belle là sur l'écran, mais quand vous la téléchargerez, vous verrez qu'elle est pas mal. Elle est surtout utile, à défaut d'être pas mal.
C'est la première carte sur tout le ciel de la molécule CO, qui est très importante dans l'astrophysique, qui est donc due à de la poussière froide proche de nous, dans notre galaxie. Les données existantes auparavant n'étaient concentrées que sur le plan de notre galaxie, pour des raisons évidentes, parce que c'est là où c'est le plus brillant, et on ne savait rien de ce qui se passait au-delà du plan de la galaxie. Pour la première fois, on détecte plein de structures qui nous disent qu'il y a du gaz froid qui est en train de se condenser. Il se passe quelque chose d'intéressant pour la formation stellaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi quand on fait des observations du fond cosmologique, il faut faire gaffe à ces endroits-là, parce qu'il y a de la contamination par de la poussière de notre galaxie. Et ça, on ne savait pas avant. C'est une des découvertes non prévues de Planck, cette cartographie complète de la molécule CO, importante en astrophysique. Alors ça, c'est l'histoire officielle. L'histoire officieuse, je vais vous la raconter en 1 minute, en 30 secondes, c'est qu'on a des filtres, on observe dans 9 fréquences. Il y a un filtre dont on s'est rendu compte après coup, qu'en fait, la raie de CO tombait dedans. C'était pas prévu. On devait avoir fait des filtres qui éliminaient les raies de notre galaxie pour ne pas être gênés. Manque de peau, il y a un filtre qui incluait cette molécule, qui est très brillante, enfin qui émet beaucoup. Donc on n'avait pas le choix que de trouver un traitement pour sortir ça et la soustraire des données du fond cosmologique. Donc c'est par nécessité qu'on l'a sorti, mais n'empêche que c'est un résultat scientifique de premier temps. Et deuxième résultat qui a été présenté il y a 2 semaines, qui est tout nouveau, qui va donc faire l'objet de publication, c'est ce qu'on appelle une sorte de brume galactique, galactic haze en anglais, qui est, vous voyez, alors c'est les données Planck, plutôt à basse fréquence, on a masqué la galaxie, on a masqué plein de sources, enfin plein de choses, et on voit qu'il y a une émission incomprise vers le centre de notre galaxie. Et il se trouve que cette émission est aussi vue à haute énergie par Fermi. Donc les gens se disent,